L'écologie est-elle un luxe de riches ? Quand on parle d'environnement, on pense souvent aux petits gestes individuels, acheter bio et rouler en voiture électrique. En bref, c'est pour ceux qui en ont les moyens. On culpabilise les classes populaires pour qui la pollution, les logements mal isolés et l'absence de parcs sont pourtant une réalité très concrète. Durant ces élections municipales, les candidats et candidates de la France insoumise dessinent une écologie qui part de celles et ceux qui n'ont pas le luxe de consommer mieux, mais qui paient déjà le prix fort. Dimanche 22 mars prochain, les Parisiens seront appelés aux urnes pour le second tour auquel Sophia Chikirou s'est qualifiée. Dans le 18e arrondissement, la députée Danielle Obono a une chance de remporter la mairie d'arrondissement. Et en deuxième position, Émile Meunier s'est fait remarquer pour avoir signé la tribune à la social-écologie Préférons l'écologie de rupture, qui rassemble plusieurs centaines de membres des écologistes critiques de l'alliance systématique avec le Parti socialiste. Pour eux, l'écologie ne doit pas être réduite à des politiques technocratiques et néolibérales, mais doivent devenir un pilier d'un projet majoritaire qui part du quotidien, travail, logement, santé, mobilité, alimentation, énergie. Concrète et populaire, elle doit s'ancrer dans les communes et les quartiers où se vivent les tensions entre la fin du mois et la fin du monde. Car les luttes sociales et écologiques sont indissociables. Razmik Kecheyan parle d'inégalité environnementale. Il s'agit aussi bien de l'inégal accès aux ressources naturelles que de l'exposition différenciée aux nuisances ou risques environnementaux. Et ces inégalités sont liées à des dynamiques de classe, de genre et de race. L'environnement est une dimension centrale de l'intersectionnalité. Longtemps oubliée dans les sciences sociales ou dans le mouvement ouvrier, la variable environnementale explique pourtant la logique capitaliste. Alors que le changement climatique est amené à s'aggraver, repérer ces inégalités est donc un impératif politique pour la gauche de transformation. Dans son ouvrage du NIMBY au droit civique, Eileen Mora McGurty dévoile les origines du mouvement pour la justice environnementale. En 1982, les habitants du comté de Warren, dans le nord-est de la Caroline du Nord, se sont mobilisés pendant plusieurs semaines contre l'installation d'une décharge de déchets toxiques. Après l'échec de leur action en justice, la protestation prit une forme extrajudiciaire. Manifestations, sit-in, boycott, désobéissance civile, marches, meetings, coupures de route. Au départ, les arguments avancés avaient trait à la pollution de l'environnement et aux risques qu'il présente pour la santé. Cependant, à mesure que le mouvement s'élargit, ces arguments devinrent politiques. Si l'État choisit d'enfouir ses déchets toxiques à cet endroit, c'est parce qu'y vivent des Noirs, des pauvres. Autrement dit, la décision d'installer la décharge a un fondement raciste et de classe. À Paris, les mêmes questions se posent. Pourquoi la carte des nuisances environnementales recoupe celle des revenus ? La porte de la Chapelle est un cas d'école. Elle concentre des nuisances atmosphériques, sonores et lumineuses, tout en manquant d'aménités environnementales. Le problème du 18e, c'est qu'on est juste à côté du périphérique, qui est un des axes les plus pollués d'Europe. Donc ça, c'est un vrai souci. Et on manque aussi d'espace vert, qui permet de faire diminuer la pollution. Les premières nuisances, moi, qui me viennent en tête, c'est les nuisances sonores dues aux bouchons qu'il y a à la porte de la Chapelle. Il y a de la pollution, au-delà des nuisances sonores, parce que les voitures, elles sont là, elles stagnent. Sur nos fenêtres aussi, on le voit, les fenêtres, elles sont très poussiéreuses rapidement. La pollution lumineuse aussi, je pense qu'on peut en parler. Il y a des lumières fortes de partout dans le quartier. Y compris à des portes où se cumulent un certain nombre de nuisances. La proximité immédiate du périphérique fait que les habitants et les habitantes sont soumis à de la pollution sonore, de la pollution atmosphérique et puis toutes les publicités qu'il y a tout le long du périphérique et qui sont pendant la nuit allumées, etc. Le 18e arrondissement est un des arrondissements les moins bien pourvus en matière de parcs, en matière de nature, parce que c'est un environnement et un arrondissement qui est très dense, par exemple. Et ce quartier est l'un des plus populaires de Paris. Logements sociaux, population précaire, moins mobile et peu dotée en ressources politiques, voire marginalisée avec les campements de migrants et la colline du Crac. C'est une configuration typique de double peine. Les populations les plus vulnérables sont les plus exposées aux nuisances. La sociologie nous apprend que la porte de la Chapelle fonctionne comme une marge urbaine. Elle est à la frontière de la Seine-Saint-Denis où se concentrent des fonctions indésirables de circulation et de logistique, peu attractives pour les classes moyennes ou supérieures. Faute de moyens économiques et politiques, les plus précaires se retrouvent prisonniers de cet espace de relégation. Pourtant, cette zone est devenue un terrain d'intervention publique. Construction de l'Adidas Arena, rénovation thermique, végétalisation des rues, évacuation des campements, en vue des JO, cette politique d'embellissement répondait davantage à un objectif d'attractivité métropolitaine qu'à l'amélioration du quotidien des gens. Pire,
les habitants ont dû payer le prix cher. Jean-Baptiste Combi montre que l'écologie réformatrice met au travail les plus pauvres. Elle devient le cheval de Troie de la gentrification. L'exemple le plus caricatural est celui des ZFE qui ont mis à l'amende fiscale et morale les plus précaires, ceux qui éprouvent des difficultés à se déplacer, sans développer une offre de transport en commun accessible. Les gens finissent par se dire, mais la rénovation thermique, je la paye, j'en bénéficie pas, je suis obligé de partir et ça me coûte une blinde. Et j'en profite jamais, moi. Et c'est pas pour moi. Et d'ailleurs, c'est au-delà de mes moyens. L'embellissement, le cadre de vie, la végétalisation, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est jamais pour moi, ça se passe là-bas. Moi, de mon côté, j'ai du bruit, j'ai de la pollution et j'ai rien. J'ai du béton. Voilà ce qui se passe avec cette écologie bourgeoise, comme je la qualifie. Donc il fallait marquer une rupture. Il fallait dire non à ce programme que désormais porte le candidat du Parti Socialiste. Je suis la seule à parler d'écologie dans cette élection. Je suis la seule à parler d'écologie populaire, de l'écologie de rupture avec la ville capitaliste et libérale. L'idée d'engager la bifurcation écologique, de planifier la bifurcation écologique à Paris, d'investir plus d'argent. A l'inverse, l'écologie populaire est une écologie qui ne se limite pas au choix de consommation individuelle, à faire la morale aux pauvres tout en les faisant trinquer. C'est une écologie concrète, ancrée dans le quotidien. Elle s'occupe de l'air qu'on respire, du logement, des transports, de l'alimentation et de l'énergie, comme partie prenante des luttes sociales et de la dignité de chacun. Car tout le monde doit pouvoir disposer de son droit fondamental à la nuit, au silence, à respirer. C'est cette vision que défendent Daniel Obono et Sofia Chikirou, et c'est autour de ces principes que s'articulent leurs mesures politiques. Proposition qu'on a dans notre programme de créer 2 grands nouveaux parcs, à la fois de manière centrale dans le quartier Marcadet-Poissonnier où il y a une ancienne friche et qu'on peut transformer en grand parc, et aux portes où on a l'espace à la fois détente, le parc Chapelle-Charbon, et puis de créer un nouveau parc Gare-du-Bois qui permettrait de faire un peu comme ce que fait le parc de la Villette dans le 19e arrondissement et d'être vraiment un poumon. C'est apaiser le périphérique, parce que c'est des nuisances en moins, le bruit, la pollution atmosphérique, mais c'est aussi végétaliser massivement notre arrondissement, c'est ouvrir des nouveaux parcs, par exemple le parc Chapelle-Charbon, on veut l'agrandir, Gare des Mines, on veut faire un grand parc, Ordener-Poissonnier, plus proche de la Goutte d'Or, un autre grand parc. Vous voyez, on a des vrais projets de poumons verts, mais ça se passe aussi sur des rues comme ça, où on peut faire beaucoup mieux. C'est très bétonné, très goudronné, et on peut évidemment débitumer, planter des arbres, végétaliser. Ça rend la vie du quartier beaucoup plus agréable, et c'est aussi très bon contre le réchauffement climatique, parce que quand on est près d'un espace de nature, c'est 8 degrés en moins par rapport à la température ambiante. Donc en plus, ça sauve des vies. On nous pose toujours la question, quel genre de maire de Paris serez-vous? Serez-vous un maire bâtisseur? C'est une question. Mais qu'est-ce qu'on va construire? Et là, on s'est dit, nous, ce qu'on va construire, c'est le 21e arrondissement de Paris, et ce sera un arrondissement vert. Ce sera un arrondissement de nature. C'est-à-dire qu'on va prendre les 5 grands parcs, qui représenteront 45 hectares. On va y ajouter encore des centaines d'hectares. Et bien, je me dis, il y aura le 21e arrondissement de Paris qui sera un arrondissement naturel qui représentera 300 hectares de nature dans Paris pour les Parisiens pour pouvoir respirer, faire baisser les températures, etc. Et c'est ça notre grand projet. Et donc, je salue Émile pour cet apport.